بترشيح لعماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. C'est un processus très laborieux qui s'engage ce lundi à Genève dans le cadre des négociations intersyriennes. L'opposition exige l'arrêt des bombardements de civils, la libération des villes assiégées et des détenus. Nous tendons la main à tous. Déclaration d'Ibrahim Kenan Abkarkil, député aouniste, dit espérer que la réconciliation FLCPL puisse ouvrir la porte à d'autres réconciliations. Rencontre Raúl Castro, accueilli avec tous les honneurs en France pour une visite officielle de 2 jours qui consacre le retour de l'île sur la scène internationale. Je vous disais en titre, c'est un processus très laborieux qui s'engage ce lundi à Genève dans le cadre des négociations intersyriennes. Pour le moment, les représentants du régime et de l'opposition refusent de discuter ensemble directement. Une opposition qui accuse Damas de tuer son peuple et qui a de nouveau posé ses conditions avant toute négociation. L'arrêt des bombardements de civils, la libération des villes assiégées et des détenus. Les 2 parties seront reçues, mais séparément, par l'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, ce lundi. Axel Simon nous en dit plus. La rencontre était informelle. L'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie a pu rencontrer les membres de la délégation du Haut Comité des négociations. L'occasion pour la principale formation de l'opposition syrienne de marteler une nouvelle fois les conditions de sa participation aux négociations. Le volet politique est sujet à négociation. La question humanitaire n'est pas sujette à négociation. Elle est simplement l'application du droit humanitaire international. C'est ce que nous attendons et nous sommes là pour une négociation politique qui traitera d'un gouvernement de transition pour la Syrie, de la situation sécuritaire. Des revendications humanitaires pour lesquelles l'opposition syrienne aurait obtenu des garanties de l'ONU et des États-Unis. Je suis optimiste et déterminé parce que c'est une occasion historique à ne pas manquer. Grâce au soutien militaire russe, les forces gouvernementales ont repris du terrain aux rebelles, une centaine de villes ces 3 derniers mois. Des victoires militaires qui placent le régime de Damas en position de force pour négocier. Nous ne négocions pas avec des personnes, nous ne négocions pas avec des terroristes. C'est exactement pourquoi l'envoyé spécial de l'ONU a insisté pour mener des négociations indirectes. Le dialogue doit durer 6 mois, 6 mois de discussions indirectes. Les délégations ne doivent pas se rencontrer directement. Ce sont les diplomates de l'ONU qui feront la navette entre les 2 camps. Et le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme appelle à la grande fermeté face aux violences en Syrie. On l'écoute. Aucune amnistie ne doit être accordée à ceux soupçonnés de crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Lorsqu'on voit la famine imposée à la population de Madaya et lorsqu'on sait qu'il y a une quinzaine d'autres villes assiégées, il ne s'agit pas simplement d'un crime de guerre, mais bien d'un crime contre l'humanité, si cela est confirmé par un tribunal. L'horreur en images, vous allez le voir, la dévastation de la ville de Homs, filmée rue par un drone russe. Il ne reste rien, sinon des murs détruits et des gravats. Depuis 5 ans, la guerre en Syrie a fait plus de 260 000 morts et des millions de réfugiés et de déplacés. Nous tendons la main à tous. Déclaration d'Ibrahim Kenan Abkarkil, député aouniste, dit espérer que la réconciliation FLCPL puisse ouvrir la porte à d'autres réconciliations. Le récit de Philippine de Clermont-Tonnerre. Depuis sa réconciliation à Mérab, le tandem FLCPL joue la politique de la main tendue. Abkarkil, ce matin, le député du bloc parlementaire du changement et de la réforme, a une nouvelle fois ouvert les bras à ses adversaires.
Nous tendons la main à tous, comme l'illustre la réconciliation globale avec les forces libanaises. Nous avons l'intention de sceller des réconciliations qui vont au-delà des communautés et des divergences entre le 8 et le 14 mars. L'appel a peu de chances d'être entendu. En face, le candidat Slimane Frangieh campe sur sa candidature. Dans une interview au quotidien As-Safir, le chef des Maradas justifie sa position. Il ne serait pas logique que je retire ma candidature acceptée par l'autre camp au profit d'un autre candidat qui n'est pas accepté. C'est à Michel Aoun de convaincre les autres, particulièrement Saad Hariri. S'il y parvient, je ne serai pas un obstacle. Je ne vais pas me retirer au profit de Aoun, sauf si celui-ci est assuré d'être élu président de la République. Michel Aoun aurait peu de chances de l'emporter. L'argument est également brandi par le principal allié du général. Vendredi, Hassan Nasrallah a prévenu qu'il boycotterait la séance du 8 février. Le statu quo est de retour, acte quant à lui Tamam Salam dans les colonnes d'An-Nahar. Les derniers développements ont donné l'impression que les choses étaient en train de bouger, mais ces manœuvres nous ont en réalité ramenés à la case départ et la crise présidentielle est toujours là. Mais à 4 mois des élections municipales, voilà que l'ombre du report plane déjà sur cette prochaine échéance électorale. Première étape, l'allocation au ministère de l'Intérieur des fonds nécessaires à la tenue du scrutin. Une question qui devrait être demain au menu du Conseil des ministres. Wael Boufaour renvoie 74 municipalités devant le parquet. Elles sont accusées par le ministre libanais de la Santé de brûler illégalement des déchets. Depuis le début de la crise des ordures le 17 juillet dernier, les vidanges sont brûlées en plein air aux grandes dames des experts de l'environnement et de la santé qui mettent en garde contre les effets nocifs de ces pratiques pour le citoyen et la nature. On se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. Depuis l'annonce de la levée de l'embargo américain sur Cuba, Raúl Castro est devenu un dirigeant très courtisé. Arrivé samedi, il a entamé sa visite officielle en France ce lundi matin avec une cérémonie à l'Arc de Triomphe. Il sera reçu l'après-midi par son hôte François Hollande avec lequel il dînera à l'Élysée. L'annulation et la reconversion de la dette par la France et une feuille de route des investissements dans l'île sont à l'ordre du jour. Le récit de Marc Pope. Devenir le premier partenaire économique européen de Cuba, voilà l'ambition affichée par François Hollande depuis sa dernière visite à La Havane. Et les négociations sont bien avancées. Les deux présidents ont déjà validé un accord qui doit encore être signé. Il devrait porter sur l'annulation d'une partie de la dette due à la France et sur la conversion en financement de projets à Cuba. C'est l'occasion d'amplifier la vision donnée par le président Hollande lors de sa visite à Cuba, de faire connaître la réalité cubaine, de resserrer les liens entre les deux pays. Paris souhaite ainsi renforcer la présence des entreprises françaises telles que Bouygues ou encore Pernod Ricard. Avec environ 180 millions d'euros d'échanges commerciaux annuels, la France est l'un des 10 premiers partenaires de Cuba. En 2014, l'île a publié une liste de 246 projets d'infrastructures pour plus de 15 milliards de dollars dans des secteurs clés comme la construction, l'énergie, l'agroalimentaire et surtout le tourisme. Dans une plus large mesure, la France veut s'appuyer sur Cuba pour étendre son influence en Amérique latine. Je pense que Cuba peut être pour la France en Amérique latine ce que la France est pour Cuba dans l'Union européenne. Cette visite constitue une bonne opportunité pour Cuba, alors que son principal soutien économique, le Venezuela, est en pleine crise, ce qui oblige l'île à trouver de nouveaux partenaires. La dette publique du pays est actuellement évaluée à 32% du PIB, dont 80% est constituée d'intérêts de retard. Le dégel des relations diplomatiques entre La Havane et Washington en juillet 2015 est donc une aubaine pour le pays. L'année dernière, Cuba a accueilli 3 500 000 touristes, un record qui devrait encore être battu dans les prochaines années. Un attentat suicide à la voiture piégée dans le centre de Kaboul, la capitale afghane. La cible, une base de la police. L'attaque a fait plusieurs morts et blessés. Ce nouvel attentat n'a pas été revendiqué dans l'immédiat, mais la police et l'armée afghane font partie des cibles privilégiées des rebelles talibans. Cette attaque survient à 5 jours d'une nouvelle réunion quadripartite à laquelle des représentants chinois, américains, afghans et pakistanais doivent participer à Islamabad pour tenter de raviver le processus de paix avec les talibans interrompu depuis l'été dernier.
La course à la Maison-Blanche, donc, à présent, avec cette course qui franchit une étape cruciale avec le test des caucus de l'Iowa ce lundi. Dans cet État, les démocrates Hillary Clinton et Bernie Sanders sont au coude à coude. Axel May. Pas moins de 6 déplacements dans l'Iowa ce week-end pour Hillary Clinton. Talonnée dans les sondages par Bernie Sanders, l'ex-First Lady tente de convaincre les indécis. Je sais que des gens sont venus ici ces derniers jours pour m'écouter et qu'ils n'ont pas encore décidé pour qui ils voteront. Je leur dis, écoutez-moi et dites-moi que vous allez me soutenir. Accompagnée de sa fille Chelsea et de son mari Bill, Hillary Clinton appelle les électeurs démocrates à choisir l'expérience plutôt que la nouveauté. La nouveauté, c'est Bernie Sanders, qui à 74 ans participe à ses premières primaires démocrates. L'actuel sénateur du Vermont, aux idées beaucoup plus à gauche que ses collègues, a su séduire la jeunesse en dénonçant ce qu'il appelle la classe des milliardaires et en promettant une révolution politique. Certains de vos amis vous disent « Pourquoi vous engagez en politique? Quelle idée stupide !» Mais dites-leur que c'est un engagement profond et que si vous ne vous battez pas pour vos droits, qui le fera pour vous? Si les sondages annoncent Sanders et Clinton au coude à coude dans l'Iowa, ils donnent en revanche au sénateur du Vermont vainqueur du deuxième grand rendez-vous électoral, les primaires du New Hampshire, prévues la semaine prochaine. Le New Hampshire où les candidats démocrates s'envoleront dès la fin des votes dans l'Iowa. Et côté républicain, le mania de l'immobilier Donald Trump continue de dominer la course à l'investiture avec sa rhétorique outrancière contre les femmes, les latinos ou les musulmans. Il effraie certains, mais séduit une bonne partie de la base de l'électorat conservateur. Lucie Debiol. Dernières heures de campagne pour Donald Trump avant le début de la primaire. À Council Bluffs, le candidat républicain fait monter sur scène sa femme, Melania Trump, venue lui apporter son soutien. Elle m'a assuré que si j'étais candidat, je gagnerais. Depuis qu'elle m'a dit ça, nous avons quasiment été tout le temps en tête. Le milliardaire se voit déjà gagnant. Le dernier sondage, publié samedi soir, lui attribue 28% des intentions de vote. Juste derrière, son principal adversaire, le sénateur du Texas, Ted Cruz, avec 23%. À la veille du scrutin, le candidat de la droite religieuse continue de viser l'électorat protestant évangélique, près de 30% des votants dans cet état rural du Midwest américain. Si autant de conservateurs sont unis derrière notre campagne, c'est parce qu'ils cherchent un candidat cohérent, quelqu'un en qui ils puissent avoir confiance pour être conservateur sur la fiscalité, le social et la sécurité nationale. De son côté, avec 15% des intentions de vote, Marco Rubio, le sénateur de Floride, sait qu'il n'est pas favori, ce qui ne l'empêche pas de positiver. Nous voulons juste le plus de votes possible, nous sommes confiants. Nous savons que nous sommes outsiders dans l'Iowa, les autres ont plus de personnes sur le terrain, ils dépensent beaucoup plus d'argent, mais nous allons avoir une bonne soirée avec beaucoup de soutien. Tous les 4 ans, l'Iowa donne le ton des primaires. Mais gagner ici n'est pas non plus une garantie pour la victoire finale. Lors des 2 dernières éditions, le vainqueur républicain de l'État n'a pas pour autant remporté la primaire. En Birmanie, plus de 25 ans après sa première victoire électorale non reconnue par les militaires, la Ligue nationale pour la démocratie domine enfin le Parlement, entré en fonction aujourd'hui. Le parti d'Aung San Suu Kyi a remporté les législatives de novembre à plus de 80%. Un quart des sièges restent cependant réservés aux militaires. La première tâche du Parlement sera d'élire un président. La Constitution ne permet pas à la dame de Rangoon de se représenter, car ses enfants sont de nationalité britannique. Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix, a fait son entrée au Parlement en 2012, après de longues années d'emprisonnement et d'assignation à résidence. Et enfin, bas les masques au carnaval de Venise. En raison de la menace terroriste, des milliers de visiteurs déguisés ont dû retirer leurs masques et montrer patte blanche aux policiers. Ces mesures de sécurité n'ont pas gâché pour autant la cérémonie d'ouverture d'un des plus beaux carnavals du monde. À midi, comme le veut la tradition, le vol de l'ange. Le carnaval de Venise se terminera le 9 février, date du Mardi Gras qui marque le dernier jour avant le carême. Le vol de l'ange aurait été créé à Venise en 1162, au lendemain d'une victoire militaire. Et c'est la fin de ce journal, le rappel des titres. C'est un processus très laborieux qui s'engage ce lundi à Genève dans le cadre des négociations intersyriennes. L'opposition exige l'arrêt des bombardements civils, la libération des villes assiégées et des détenus.
Nous tendons la main à tous. Déclaration d'Ibrahim Kenan à Pkarki. Le député aroniste dit espérer que la réconciliation FLCPL puisse ouvrir la porte à d'autres réconciliations. Et Raúl Castro accueilli avec tous les honneurs en France pour une visite officielle de 2 jours qui consacre le retour de l'île castriste sur la scène internationale. Très bonne suite de programme, l'info continue. لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي بتحدد من يمثلها.